Mathieu va nous parler un peu d'une problématique qui nous est propre à nous tous, dev mobile, et je pense même pareil product manager, c'est-à-dire le fait d'essayer d'avoir le moins de bugs possible. Et donc, voilà, son sujet sobrement intitulé Peut-on tendre vers le zéro bug? Mathieu va nous parler un peu de ça à partir de maintenant. Merci encore Mathieu pour ta proposition puis pour ton talk. Voilà, je Très te laisse la bien. main. Merci, bonjour à Bonne tous. Du coup, conférence. je vais vous parler de bugs et je vais vous parler d'un sujet qui est pas très, qui est pas très apprécié normalement par les développeurs en général, les développeurs mobiles aussi, mais par les développeurs en général, qui est le sujet de l'exploitation, de gérer le run d'une application et de gérer une application qui est déjà en production et de voir si, de corriger les bugs dessus. Euh, pour vous donner du contexte, je travaille pour une entreprise qui a 6 ans maintenant, qui s'appelle Virtuo Technologies, qui est simplement une société de location de voitures. On loue des voitures, on possède notre propre flotte de voitures qu'on loue. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? C'est la particularité chez Virtuo, c'est que plutôt que d'avoir une clé de voiture qui ressemble à ça, on utilise son téléphone pour ouvrir et pour démarrer la voiture. Moi, ça fait 6 ans que je travaille chez Virtuo, depuis le début. J'ai passé les débuts de la boîte assis dans des parkings avec mon téléphone à tester comment ça marchait. J'étais pendant assez longtemps seul sur les applications mobiles de Virtuo. Et aujourd'hui, je suis toujours assis dans des parkings et c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Je, En fait, se pose la question quand une équipe grossit, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous motive de faire. Chez moi, pour moi, chez Virtuo, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, c'est la partie ouvrir la voiture, démarrer la voiture. Aujourd'hui, on est une équipe mobile qui est un peu plus grosse. Il y a 5 personnes dans l'équipe mobile. Et moi, j'ai complètement arrêté de faire tout ce qui est fonctionnalité de type une nouvelle assurance au Portugal, une, un nouveau mode de chaîne neige, ce genre de choses. Je fais plus du tout ce genre de choses et je me concentre sur l'ouverture et la fermeture des voitures. C'est en partie un sujet d'innovation et il y a des grosses choses qui vont sortir bientôt et j'espère pouvoir vous en parler un jour. Mais la plupart du temps, ça reste de gérer des bugs, de gérer des gens qui ont des problèmes à ouvrir leur voiture. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui a loué une voiture, qui a payé 300 euros et qui finalement n'arrive pas à l'ouvrir, une fois qu'il arrive devant la voiture, c'est un énorme problème. Et donc chaque cas doit être traité précisément. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de six cas de bugs et on va se poser la question de comment les détecter et comment les corriger et comment voir ces cas-là précisément. Alors, si vous êtes développeur mobile, notamment développeur mobile natif, vous avez tous utilisé ce genre d'outil. C'est Crashlytics, l'outil de Firebase, qui donne une maîtrise de crash-free user. Euh, c'est un peu ce que je considère comme le minimum syndical. Aujourd'hui, une application qui part en production sans savoir si elle crash, c'est un énorme problème, mais en même temps, ça ne suffit pas. On a tous ce genre de retour comme le Core Auto Layout NSIS Engine, le bug que personne ne comprend, qui est incompréhensible dans tous les cas et qui n'est pas vraiment reproduisible, qui n'est pas vraiment corrigible. Mais si vraiment il y a un problème de crash en production, on a besoin de ça pour détecter les problèmes. Mais en fait, ces outils, on peut aller un peu plus loin dessus, voire même beaucoup plus loin. Tous ces outils, et moi j'utilise Crashlytics de Firebase, permettent aussi de remonter ce qu'on appelle les erreurs non fatales. Une erreur non fatale, c'est comme une erreur, sauf que c'est comme un crash, sauf que l'application ne crache pas. Et il y a pas mal de choses qu'on peut détecter dessus. Moi, toutes les erreurs de connexion Bluetooth entre un téléphone et une voiture, je les log dans ce genre d'outil. Et en fait, c'est énormément d'occurrences. J'ai 42 000, là, je ne sais plus sur quelle période de temps j'ai fait, mais j'ai 42 000 occurrences de, de cette erreur. Cette erreur, c'est une erreur Bluetooth de timeout de connexion Bluetooth. Et je log aussi dans le même endroit tout ce qui est appel réseau.
et dès que l'API me renvoie un appel réseau, que ce soit légitime ou pas légitime, qu'elle m'envoie une erreur de réseau, c'est quelque chose que je vais loguer pour pouvoir tracer les choses. Ça me permet d'analyser des cas, de comprendre ce qui s'est passé, et notamment en analysant, en rajoutant des logs par-dessus, parce que dès qu'il y a un non-fatal log qui est remonté, je peux rajouter beaucoup d'informations sur quel écran l'utilisateur est passé, exactement ce qu'il a fait. Mais en faisant ça, je ne touche pas le cœur du problème. Aujourd'hui, grâce à ça, je sais analyser des problèmes que j'ai déjà détectés. Je sais comprendre et essayer de corriger ces problèmes que j'ai déjà détectés. Mais il reste le problème de la détection. Comment je sais où chercher, comment je sais où regarder dans ces données. C'est un énorme volume de données que je ne peux pas analyser complètement. Et donc, je vais avoir besoin de trouver des indicateurs pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans mon application et où est-ce que mon application bug. La première façon de le faire, la façon la plus évidente, c'est les notes sur les stores. Alors, les notes sur les stores, c'est un vaste sujet. L'application Virtuo, elle a des très bonnes notes sur les stores. 4,8 sur iOS, 4,6 sur Android, mais sur Android, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'à peu près toutes les personnes qui se connectent sur le store voient un chiffre différent. Chez nous, c'est un peu entre 3,2 et 4,9, donc c'est des chiffres un peu compliqués à comprendre. Mais surtout, on a des bonnes notes, mais la plupart des commentaires sont quand même des gens qui sont mécontents. Et les gens qui sont mécontents, chez nous, ils ont tous un peu un point commun. Ils sont fait refuser leur compte. Là, on a un client qui n'est pas content parce que son permis de conduire n'a pas passé la validation. Et encore cette semaine, j'ai eu un commentaire en français de quelqu'un qui utilise ce fameux mot, qui dit l'appli bug complètement. Et en fait, qui n'arrive pas à créer son compte. Et la création de compte, c'est un cas très intéressant parce que chez nous, c'est quelque chose c'est un vrai problème de sécurité, en fait, la création de compte. Comme on loue des voitures sans avoir un guichet à la fin avec quelqu'un qui va vérifier que la personne est bien la personne qui a dit, que la personne a bien le permis de conduire, que la personne a bien 18 ans et a le droit de conduire, par exemple, on est obligé d'être un peu strict sur ce genre de sujet. Et être strict sur ce genre de sujet, ça crée de la friction et c'est perçu comme des bugs par nos utilisateurs. Alors, il y a des choses qu'on peut améliorer, il y a parfois des bugs dedans, notamment sur la prise de photos, notamment sur ce genre de sujet, mais il y a aussi un travail d'explication qui est très important à faire et de se dire, votre compte est refusé. Alors, je ne vais peut-être pas vous dire exactement pourquoi, parce que c'est dévoiler un peu nos règles de sécurité et ça va peut-être permettre à des gens de frauder, mais donner assez d'informations pour que la personne ne considère pas que ce soit un bug, même si au final, on ne va pas lui permettre de louer une voiture chez nous. La deuxième source très concrète de retour de données qui nous permet de savoir si on a des bugs, c'est nos clients qui appellent. On a un service client en interne, on a des gens au service client, et ça, c'est Pierre-Antoine du service client qui m'envoie un message Slack et qui dit j'ai un client qui a un problème avec la banque postale. Est-ce qu'on a encore des problèmes avec la banque postale parce que la caution sur sa voiture a été refusée. Et ça, c'est typiquement des cas. Il se trouve qu'à cette époque-là, on avait un problème avec la banque postale. Et c'est quelque chose que vous ne remonterez jamais dans vos rapports de crash, dans vos rapports de bug, parce que là, on a un client qui n'arrive pas à payer parce qu'il y a un problème d'interconnexion entre notre fournisseur notre PSP, notre provider de paiement et la banque. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler avec eux, c'est quelque chose qu'on doit remonter avec eux. Mais ça ne va pas remonter dans des outils un peu classiques d'analyse des bugs. Et le cas du paiement refusé, c'est quelque chose de critique. Il y a énormément de paiements qui sont refusés, il y a énormément de problèmes d'interconnexion entre les banques, il y a des choses qui sont légitimes, il y a des cartes qui sont volées, des cartes qui sont des cartes qui ne permettent pas vraiment de prendre de l'argent dessus. Mais en fait, même des utilisateurs légitimes, il y a beaucoup de problèmes de conversion de ce paiement, qui est un sujet assez important. Mais enfin, la vraie méthode qui marche le mieux pour détecter les bugs, c'est de demander au client à la fin d'une réservation. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans mon cas particulier, qui est j'ouvre les voitures, je démarre les voitures, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le client a un problème dans sa réservation. Et pour ça, à la fin de sa réservation,
je vais faire comme d'autres applications, comme Uber, comme des applications comme ça, demander à l'utilisateur de noter. Et s'il met moins de 3 étoiles ou moins, je vais lui demander pourquoi, avec une première catégorie, une catégorie et une sous-catégorie, ce qui va me permettre de remonter les choses. Et ça va me permettre de mesurer un indicateur qu'on suit tous les jours chez nous, qui est la CSAT, la Customer Satisfaction, et le taux de client qui est content de sa location. Alors ça, au début, ça fait un très joli channel Slack où on peut aller voir, qu'on peut aller voir en permanence pour se rassurer. Il n'y a que des 5 étoiles. On est heureux. On voit des 5 étoiles qui arrivent de partout. Mais en fait, ce n'est pas les 5 étoiles qui nous intéressent. C'est plutôt les gens qui ont eu des problèmes et pour résoudre ces problèmes. Et finalement, ça, on va l'importer dans un outil de BI. Chez nous, on utilise un outil qui a été racheté récemment par Google qui s'appelle Looker, qui nous permet d'analyser ces données. Et donc ça, c'est les clients qui se sont plaints de quelque chose chez nous. La démarche évidente que je dois avoir moi, c'est que je vais voir ceux qui se plaignent de key connectivity, de problèmes de connexion avec la voiture. J'ai un problème de connexion. Et donc, du coup, ce que je vais regarder, c'est les sous-catégories de cet élément. Alors, dans les sous-catégories de cet élément, on voit que dans ces lots-là, suivant la période, j'ai entre 1 et 2% des gens qui ont des problèmes de connexion. Et ça, c'est les cas que je vais devoir traiter et c'est les cas sur lesquels je vais me concentrer. Mais en fait, quand on regarde un peu plus précisément ces catégories, cette catégorie de connexion, elle a été construite pour parler à nos clients et pas pour nous parler à nous. Et en fait, il y a des sous-catégories. Il y a la catégorie Entertainment Pairing, qui est le sujet CarPlay et Android Auto dont je vais vous parler. Et il y a le sujet de il n'y a pas de badge dans la voiture, qui est aussi un sujet dont on va parler plus tard, parce que je vais les enlever en fait de ce graphique pour le suivre différemment. Le Entertainment Pairing, la problématique, c'est que aujourd'hui, quand on loue une voiture, avoir CarPlay, avoir Android Auto, c'est vraiment c'est un vrai plus de l'expérience utilisateur. Parce que j'ai mon GPS, j'ai mon propre GPS, j'ai mes propres contacts qui sont déjà dedans, j'ai ma propre musique, mon propre logiciel de musique, et c'est vraiment une plus-value aujourd'hui. Et aujourd'hui, toutes nos voitures sont équipées de CarPlay et Android Auto, et on pense que c'est pertinent pour ça. Et en fait, le chaînon manquant, le chaînon important de CarPlay et Android Auto, c'est ce que vous voyez en bas à droite sur cette photo, c'est un câble. Il se trouve que certains modèles de voitures, notamment la classe A chez Mercedes, sont des voitures qui proposent des câbles, des prises USB-C et pas des prises USB-A, et que les gens n'ont pas de câble pour brancher à leur voiture, et donc du coup, s'ils n'ont pas de câble, ils ne peuvent pas utiliser CarPlay, et c'est un énorme problème. Et ces câbles, je ne sais pas ce que font les gens, et on n'a pas trouvé de solution, mais au bout de 3-4 locations, les câbles ne marchent plus. Le câble il est tordu et finalement il ne se connecte plus. Et du coup, une grosse partie de notre travail opérationnel aujourd'hui, c'est de remplacer ces câbles. On a des énormes tas de cartons avec des câbles qui sont stockés au bureau. J'ai pris cette photo cette semaine d'un tas de câbles. Ça c'est des câbles pour Paris sur une semaine, quelque chose comme ça. Et des câbles on débite du câble, etc. Et là, finalement, est-ce que l'utilisateur qui dit ça bug, j'ai pas pu me connecter à CarPlay, parce que le câble ne marchait pas, est-ce qu'il n'est pas aussi légitime qu'un autre utilisateur qui a un problème? Est-ce qu'il ne faut pas traiter son problème non plus? Mais on va revenir sur ça plus tard, mais si je me concentre déjà sur le cas, d'enlever les cas qui ne me concernent pas et les cas qui m'intéressent vraiment moi, d'analyser ces choses, j'arrive à quelque chose de vachement plus correct. Je rajoute des informations supplémentaires là-dessus et je suis ça au quotidien, de dire est-ce que j'ai des problèmes, est-ce que les gens ont des problèmes de se connecter avec les voitures? On voit qu'on a une tendance d'amélioration assez forte sur les derniers mois. Les quelques semaines de mars qui viennent de se passer, on a eu plus de problèmes parce qu'on a des nouveaux modèles de véhicules. Et donc, du coup, il y a des adaptations à faire. Mais on sait dire semaine par semaine, est-ce que les gens ont eu des problèmes ou n'ont pas eu des problèmes et répondre à ce genre de sujet. Mais en fait, ces données, on peut les traiter encore plus loin. Parce qu'en fait, je vais reprendre les mêmes données et je vais les tracer, je vais les catégoriser par type de problème, par type d'utilisateur. La première catégorisation que je fais, évidemment, c'est une séparation entre iOS et Android. Il se trouve que, historiquement, sur iOS, on a plus d'utilisateurs que sur Android. On a presque 4 fois plus d'utilisateurs sur iOS que sur Android. Et il se trouve que les gens sur iOS ont moins de problèmes. Est-ce que c'est parce qu'on développe moins bien sur Android que sur iOS? C'est pas vraiment vrai. Le Bluetooth sur Android, notamment sur certains téléphones,
sur certains Huawei, sur ce genre de téléphone, ça pose plus de problèmes. Et Android 12, qui devait régler une des problématiques importantes d'Android, à mon avis, sur la gestion de Bluetooth, qui est la protection des données personnelles. Pour Android, depuis toujours, le Bluetooth est considéré comme une source de données de géolocalisation, ce qui, dans notre cas, n'est pas le cas. Et demande aux utilisateurs d'activer la géolocalisation pour utiliser le Bluetooth. Android 12 était censé simplifier ça, enlever des choses, mais en fait, on se rend compte assez vite que suivant certains types de périphériques Bluetooth, on n'arrive pas à les connecter et on est obligé de revenir à l'ancien mode de fonctionnement. Et du coup, ça crée des grosses problématiques pour les utilisateurs de connexion. La deuxième chose qu'on peut regarder assez vite, c'est est-ce qu'il y a plus de problèmes par type de voiture, par modèle de voiture. Et ce qui saute aux yeux, et on a corrigé ce problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de problèmes sur les Peugeot et sur les Peugeot 208. C'est pas parce que la Peugeot est un mauvais modèle de voiture, c'est pas parce que la Peugeot est mal construite, c'est parce que l'électronique qu'on installe dans les voitures pour proposer notre service a des interférences avec la voiture, il y a des interférences d'ondes, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que pour pouvoir le corriger, et on les a corrigés, on a travaillé là-dessus, pour pouvoir arriver à ça, il faut déjà détecter qu'il y a un problème avec les 208. Et si on a un peu moins de voitures, il faut pouvoir le détecter, avoir un retour très rapide et très direct de ce genre de problème. Et pas seulement des problèmes dans la voiture, il y a aussi des problèmes d'information du client. Aujourd'hui, sur une 208, pour des raisons techniques, on n'est pas capable de permettre à nos clients d'ouvrir la voiture quand une porte est ouverte. Et ça, c'est pas évident. Ça, il faut le dire, il faut mettre des écrans. Il faut mettre des écrans à plusieurs fois pour que les gens comprennent bien, pour que les gens voient bien la différence avec les autres voitures. Il faut être didactique là-dessus. Et en fait, tant qu'on aura plus de problèmes d'ouverture, de connexion à la voiture avec ce genre de modèle, eh ben, on va continuer à rajouter cette information, à être plus clair sur cette information et à apprendre là-dessus. Si on se concentre aussi sur cette répartition par car modèle, il y a un autre truc qu'on a appris sur ce genre de graphe. C'est sur la Tesla. En fait, la Tesla, c'est une voiture qui par rapport aux autres voitures, frustre plus les utilisateurs sur la façon dont on affiche le niveau d'essence, le niveau de batterie dans ce cas-là, et le niveau de kilométrage. Et en fait, ça vient d'une utilisation de la Tesla. Et ça, on s'en est rendu compte en regardant ces graphiques, en comprenant ces graphiques. Aujourd'hui, pour des raisons de consommation de batterie, plus de batterie 12 volts sur une voiture thermique, quand une voiture est arrêtée, on remonte des données moins fréquemment. On remonte des données moins fréquemment parce que remonter des données, ça veut dire consommer de la batterie et ça veut dire potentiellement créer des problèmes plus tard d'une voiture qui ne va plus avoir de batterie, qui ne va plus pouvoir démarrer. Et on est descendu à un niveau assez bas. Aujourd'hui, si une voiture est complètement stoppée, on remonte des données toutes les 4 heures. Parce que ça ne sert à rien de savoir comment la voiture évolue, parce qu'on sait qu'elle est arrêtée. Il se trouve qu'une Tesla, il y a un cas particulier qui est le cas où je suis sur un chargeur et je suis sur un superchargeur. Et à ce moment-là, en tant qu'utilisateur, d'après l'application Tesla, je suis habitué à avoir dans mon application une jauge qui monte en temps réel et qui me dit est-ce que ma voiture est chargée et ma voiture n'est pas chargée. Et ça, en mettant une valeur toutes les 4 heures, et bah, du coup, ça ne va pas être pertinent. Et donc, du coup, ça veut dire retravailler sur l'électronique qu'on met dans la voiture, retravailler sur les interconnexions qu'on fait dessus, pour se dire que finalement, il n'y a pas deux modes quand ma voiture roule et quand ma voiture est à l'arrêt, mais il y a un troisième mode, c'est quand ma voiture est en charge. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vais avoir besoin de remonter des données sur le cloud ou sur mon téléphone de façon plus fréquente, et peut-être que les données de chargement, parce que c'est ça ce qui va intéresser mon utilisateur. Et donc, arriver à faire ça sans avoir trop d'impact sur la batterie non plus. La dernière catégorie que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est une catégorie sur l'utilisation du badge. Il se trouve qu'il y a une solution qui permet d'ouvrir la voiture avec un badge NFC plutôt qu'avec du Bluetooth chez nous. Et les gens qui utilisent ce badge NFC ont plus de problèmes que les autres, sensiblement plus de problèmes que les autres. Le badge, c'est quoi? Donc, c'est ça, c'est qu'au lieu d'utiliser mon téléphone, j'utilise un badge qui est dans la voiture et je le place sur le capot de la voiture. Et ça va ouvrir la voiture, démarrer la voiture. Il y a deux choses compliquées là-dedans.
La première, c'est que quand j'utilise un badge, par nature, je ne peux pas mettre d'écran explicatif. Parce que je ne suis plus dans mon application et j'ai du mal à expliquer les choses, à expliquer, à informer sur l'utilisation mes utilisateurs. Et la deuxième chose, c'est que le badge, c'est aussi pour nous une solution de repli. Si justement le téléphone ne marche pas, si c'est un téléphone Android qui a des problèmes de Bluetooth, on va très vite passer sur le badge. Et donc, cette donnée, elle est intéressante, mais on ne sait pas si on en est si c'est le full à poule, si le problème vient du badge ou si les gens qui ont des problèmes, on les passe sur le badge. Et ça, on va le décliner de plein de façons. On va le décliner suivant la version de l'application mobile. On va le décliner suivant la version de l'électronique qu'on met dans la voiture. Mais aussi, on va le décliner suivant beaucoup de sources de données. Là, je l'ai fait par rapport à mes retours utilisateurs, mais on peut aussi le faire par rapport aux conversations clients qu'on a eues et qui sont taguées dans AirCall que je vais vous présenter juste avant. Et à partir de ça, on va pouvoir détecter est-ce qu'il y a un bug, est-ce qu'il y a un problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire en faisant cette présentation Est-ce qu'on peut faire un bilan En fait, aujourd'hui, faire de l'exploitation d'une application en production, c'est 3 choses très simples. C'est mesurer des bugs, les identifier et les corriger. Mais si on se repose la question de nos 6 cas, qu'est-ce qu'on a fait avec ces bugs? Est-ce qu'on les a vraiment corrigés? Est-ce qu'on y est vraiment allé? Et là, moi, ça me fait poser une question, et je vous ai un peu menti sur le titre de ma présentation et sur tout ça. Et la question, c'est qu'est-ce qu'un bug? Est-ce que c'est vraiment des bugs qu'on a là? Est-ce que c'est vraiment de ma responsabilité de le corriger? Et moi, j'ai un problème en fait avec le mot bug. Je trouve que l'utilisation du mot bug dans notre métier conduit à des mauvais comportements de la part des développeurs. Parce que si on me remonte un bug, la première question en tant que développeur que je vais me poser, c'est est-ce que ce ne serait pas une feature par hasard? Est-ce que ce n'était pas dans la spec? Est-ce que je n'ai pas fait mon travail? Et la deuxième question que je vais me poser très vite, c'est est-ce que c'est mon équipe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui suis responsable de ce bug? Est-ce que vraiment je vais devoir le corriger? Et avec cette approche, en me posant ces questions-là, en fait, les 6 cas qu'on a vus tout à l'heure, bah, je ne les aurais pas corrigés. Et ces 6 cas, il y aurait aucune solution et on ne les aurait pas traités. Et à la fin, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un devant sa voiture qui n'arrive pas à l'ouvrir et qui est mécontent. Moi, je préfère parler du coup, plutôt que de bug, parler de problème. On a un client qui a un problème. Et la question qui va se poser là-dessus, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce problème est légitime? Il y a des gens qui vont être bloqués. Le premier cas, les gens qui sont bloqués parce que leur permis de conduire n'est pas le bon. Ces gens-là, le problème est légitime, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider non plus. C'est normal qu'ils aient une friction, mais on peut peut-être les aider quand même, notamment en les informant. Et la deuxième question, qui est la question importante, c'est est-ce que moi, personnellement, en tant que développeur, je peux aider à résoudre ce problème? Et dans ce cas-là, en prenant ce sujet-là, à peu près tous les sujets qu'on a vus, à peu près les 6 sujets qu'on a vus aujourd'hui, on peut apporter une solution. Sur la validation de compte, on va mettre plus d'informations. Et potentiellement détecter des problèmes sur la prise de photos et gérer ces sujets-là. Sur les paiements, il y a des choses à faire. Il y a aussi de l'information à faire parce que parfois un paiement est rejeté juste parce qu'on n'a pas d'argent. Mais il y a des choses à faire. Sur les modèles de voitures, je vous en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger sur ça. Et même sur le badge, il y a des choses à faire. Finalement, le seul sujet qu'on n'a pas réussi à craquer aujourd'hui, c'est cette histoire de câbles et de connexion. La seule solution qu'on a, c'est de passer dans les parkings toutes les 2 semaines, tous les mois, pour changer tous les câbles et pour retester tous les câbles, parce qu'il n'y a pas plus de solutions que ça. Du coup, il y a une passion chez les développeurs, notamment chez les développeurs mobiles. Tout le monde rêve de faire ça, aller dans Xcode et faire un fichier nouveau projet. Et en fait, au final, moi, ce n'est pas vraiment ce qui me fait rêver. Et pour la petite histoire, même chez Virtuo, où je suis chez le début, c'est même pas moi qui ai fait fichier nouveau projet. C'est Jean-François, j'ai cru voir qu'il était peut-être là dans le chat. C'est même pas moi qui ai fait de nouveau projet. Et finalement, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse en faisant une app, c'est ça, c'est les gens qui arrivent à utiliser mon service. C'est les gens qui sont contents, qui sont là. Et finalement, c'est ça ce qui devrait nous motiver tous sur ce genre de sujet. Et si je dois faire la petite aparté sur ça, finalement si on se compare, on se console un peu. Aujourd'hui, on a une part non négligeable de nos clients dont le plus gros problème dans la vie,
c'est qu'ils n'arrivent pas à se connecter chez CarPlay parce qu'on leur a pas fourni, on leur a pas fourni leur de câbles. Si on regarde des loueurs plus classiques comme Europcar, Hertz ou Avis, vous vous attendez même pas à avoir un câble, vous vous attendez même pas à avoir CarPlay. Et c'est un peu une forme de reconnaissance, ces clients qui nous mettent une étoile pour dire que le câble n'a pas marché. Voilà. Merci. Merci J'ai beaucoup. 40 points ici, donc j'ai rien lu de vos questions. Il n'y a pas eu de questions, je crois. Mais j'en ai, toujours. Vas-y. Merci pour ton talk. Il y a quelqu'un qui veut lever la main. Allez. Attends, vas-y, Étienne. C'était une question. Ah non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu peux poser ta question dans le chat, Yann. Sinon, moi, j'en avais une. C'était, je connais pas bien Looker, mais est-ce que du coup, vous utilisez aussi, vous faites de la B-testing avec pour voir Alors, non, Looker, c'est vraiment un outil d'analyse de données froide. C'est vraiment un outil de BI. Et c'est des choses qui vont prendre des bases de données et traiter des bases de données plutôt que directement le faire. C'est un outil qui se ressemble plus, je ne sais pas si tu connais, derrière BigQuery de Google, il y a un outil de graphique derrière. Ça ressemble un peu à ça. Et c'est vraiment de l'analyse de données purement data. Et on a toute une team de data analystes et de data scientists chez Virtuo qui nous aident à faire ce genre de choses et à faire ce genre d'analyse. Et moi, je trouve que l'appliquer au développement mobile et à la gestion d'une app prod, ça apporte vraiment des choses. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir plus. J'aimerais vous avoir convaincu ici de, de continuer à garder vos apps prod et pas de les suivre et pas de juste de dire ah, c'est sur le store, c'est plus mon boulot et d'aller plus loin, d'aller au maximum le plus loin là-dessus. Attends, je te dis du coup, vu que vous avez pas mal de soucis sur la 208, est-ce que vous aviez fait des tests avant de la proposer à vos clients? Alors oui, on a fait des tests. On a pas mal de soucis sur la 208. Alors, je relativise le pas mal. Les calculs qu'on fait, déjà, c'est des calculs qui sont basés sur le nombre de personnes qui nous notent. C'est le nombre de mauvaises notes sur le nombre de personnes qui notent. Et donc, on a quand même pas mal de gens qui comme sur Uber, ne notent pas et quittent l'écran, qui l'appent, etc. Et on a des problèmes. En fait, on les a testés, mais il y a des cas un peu à la marge que tu vois pas forcément. Aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes sur la 208, c'est une personne par semaine, deux personnes par semaine, quelque chose comme ça. Et deux personnes par semaine, en fait, ça a un énorme impact sur cette métrique-là. Parce que finalement, il n'y a pas tant de voitures que ça de 208. Et on a des problèmes sur la 208, mais c'est un problème Peugeot en général. Et c'est des interférences, c'est plein de choses. Et il y a des moments. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant en ce moment avec la pénurie de semi-conducteurs. Acheter une voiture, c'est compliqué. Du coup, acheter une voiture, acheter des modèles de voitures qu'on veut, c'est compliqué. Donc, on n'a pas forcément trop le choix sur les modèles de voitures qu'on a. Et donc, et c'est aussi mon travail de faire en sorte que, quelle que soit la voiture, quelle que soit la voiture qu'on achète, on arrive à la mettre à disposition à nos clients. C'est ce que j'ai rebondir justement sur cette question. C'est jamais rentré dans une logique chez Vertuo de se dire ok, ce modèle-là, il présente trop de soucis, on l'arrête, on revend notre flotte et puis on achète un autre modèle. On a eu des cas, mais heureusement, ça ne s'est pas fait une fois qu'on les avait achetés. On a eu des cas de voitures qui posaient trop de problèmes, notamment sur les. Il y a des voitures qui sont très sensibles à la façon dont on consomme la batterie. Et si on branche quelque chose dans la voiture, il y a des voitures qui partent vraiment en mode bloqué complètement. Et ça donne des cas où tu peux plus intervenir, où tu es obligé de venir avec ce qu'on appelle le panton sur une clé, qui est cet élément-là. Et une fois que tu arrives à ça, tu as perdu, quoi. Quand tu es dans ce mode-là, tu peux plus t'en sortir, tu peux plus rien faire. Et donc, des voitures sur lesquelles on n'arrive pas à faire ça, on va pas les acheter et ça va être bloquant. Mais sinon, s'il y a une expérience qui est un peu différente et s'il y a une expérience on s'adapte et on arrive à faire les choses. Ok. Et je repense aussi à l'histoire d'économiser la batterie avec un envoi tous les 4 heures. Est-ce que l'inconvénient de ça aussi, c'est qu'on ne peut pas profiter de potentiellement implémenter des mécanismes de géofencing pour détecter des vols ou
Genre Alors, des déplacements irréguliers de la voiture, quoi, sans parler forcément de vol, mais ouais, non, mais ça, on arrive à le faire d'une manière un peu différente. En fait, une fois que tu es connecté à la voiture, une fois que tu es branché sur la voiture, sur quelle que soit la façon dont tu te branches, tu as des informations assez précises et une information simple à avoir, c'est est-ce que le moteur est allumé, est-ce que le moteur est éteint. ok. Tu peux faire des choses différentes quand le moteur est allumé. Et surtout, alors c'est moins le cas dans une voiture électrique, mais dans une voiture thermique, pomper de la batterie quand le moteur est allumé, c'est pas si grave que ça. Parce qu'en fait, il y a le moteur qui va recharger la batterie, et donc c'est pas si grave que ça, et on peut se permettre de faire beaucoup plus de choses quand le moteur est allumé. Et il faut vraiment faire attention, les voitures sont un peu sensibles, etc. Il faut vraiment faire attention dans les cas particuliers où la voiture est éteinte, et surtout quand la voiture se met en veille, quand tout à l'intérieur s'éteint, là, il faut être très sensible sur ce qu'on peut faire dessus pour pas froisser la voiture. Ça marche. Oula, bah, on va peut-être En effet, rebondir. les sources de frustration ne sont pas liées à des crashs. Le bon exemple, c'est la validation de compte. Du coup, pour les utilisateurs bloqués ou n'ayant pas utilisé une feature, il faut de l'analytics ou des loges crashlytics. Quid des contraintes RGPD, du coup, car ces outils n'ont pas nécessairement le fonctionnement de service et selon la CNIL, on doit demander l'accord de l'utilisateur. Je ne m'attendais pas à une solution, mais je fais la remarque. C'est un vaste sujet, qui m'intéresse beaucoup aussi. Aujourd'hui, je pense que la CNIL a un défaut sur les recommandations qu'elle fait sur le mobile. Aujourd'hui, la CNIL a des recommandations assez claires, assez simples à suivre sur le web, mais pas encore assez sur le mobile. Ils ont publié le fait ils ont déclaré que c'était dans leur roadmap 2023 et qu'en 2023, ils vont donner des vrais trucs clairs. Euh, pour moi, Crashlytics, c'est un outil technique. Tant qu'on ne met pas des données utilisateurs dedans, ça reste un outil technique et c'est mon interprétation. Euh, Clairement, on est dans un vide juridique. Clairement, je vais peut-être devoir revenir dessus. Mais comme aujourd'hui, la CNIL ne s'est pas vraiment positionnée sur le sujet de façon précise, bah, au fait, je suis comme tout le monde et je fais ce que je peux avec. Je fais ce que je peux avec. Il y a le sujet du RGPD chez nous est un sujet très sensible parce qu'on a des voitures connectées avec des positions GPS de la voiture en permanence. Et donc, on a des données personnelles qui transitent chez nous. Euh, euh, mais et pour le coup, sur ces sujets-là, on est plutôt dans les clous. On est dans les clous même complètement. Le sujet des logs techniques, aujourd'hui, je ne sais pas répondre et je vais attendre que la CNIL se positionne. Il est urgent d'attendre, comme on va dire. Je sais pas si vous avez d'autres questions, mais sinon on va s'arrêter là, puis on va aller peut-être manger. Merci. Merci pour ton talk encore. C'était